Les valeurs de la mode. Alors, je voudrais juste vous citer, en fait, en introduction, une petite phrase que j'ai trouvée en préparant cette table ronde, de Dries Van Noten. Bon, il n'est pas là aujourd'hui, il ne pouvait pas, mais... Les valeurs de la mode sont un peu démodées. Ça va vous faire réfléchir. Hein. Bon, on va voir justement avec nos invités ce qu'il en est, parce que les valeurs de la mode, bien sûr, on pense créativité, création, et puis de plus en plus, on pense aussi sustainable, développement durable, écologie, sociale, conscience, transparence, et encore plein de choses. Et vous allez voir que pour cette table ronde, on est ravis parce qu'on est véritablement international. On va passer, alors si je ne me trompe pas, par l'Afrique, la Finlande, on va passer par la Russie, on va passer par le Brésil, la France et l'Australie. Donc déjà, je trouve que ça s'applaudit pour commencer. Là, c'est ça aussi la mode en France. Tuomo Merikoski, alto, alto. Comment on prononce en finlandais? Prenez un micro. Voilà, prenez tous vos micros, comme ça vous serez prêts à dégainer. Alors ça se prononce alto. Voilà, donc je vous laisse le prononcer. Donc, vous êtes passé par Givenchy, vous êtes passé par les vénérables maisons LVMH, et puis en 2014, vous avez lancé donc, votre propre marque. Aujourd'hui, l'air de rien, c'est quand même 15 personnes, 115 points de vente, votre marque Alto. Et savez-vous, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Alto dans la salle, qui ont déjà acheté? Bon. Hey. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà acheté une doudoune chez Alto ou un produit doudoune. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les doudounes de chez Alto? Qu'est-ce qu'il y a, Tuomo, dans les doudounes de chez Alto? De doudoune post-consumer recycled. Donc ça veut dire 100% recyclé après consommation, c'est-à-dire des vieux duvets qui sont recyclés. Un doudoune parfaitement bien. Parfaitement bien, avec des plumes recyclées, quoi. Plumes qui sont super jolies et qui marchent autant comme des neufs. Ah bah voilà. Pourquoi vous avez fait ça? Je pense que c'est la tendance. On veut penser de sustainability, on veut rendre le monde un peu mieux. C'est la première fois que je fais du doudoune chez Alto. Et je voulais intégrer cette notion de responsabilité dans la créativité plutôt. Donc pour moi, la créativité, c'est plutôt la valeur essentielle. Et pourquoi vous dites il fallait faire rentrer du sustainable? Est-ce que vous êtes dans une génération où on ne peut plus faire de la mode sans avoir cette idée en tête de sustainable? Oui, enfin, c'est le monde. On fait de la mode, donc on est un peu comme une éponge de ce qui se passe. Et on s'adapte. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces valeurs qui doivent faire partie des produits de mode. Donc on est d'abord créatif, on crée sa marque, on crée sa collection, et quand on peut, c'est ça votre idée? Oui, moi je préfère aborder la sustainability dans la façon créative parce que c'est l'essence de ma marque. Je l'ai vécu peut-être différemment ailleurs, plus dans une notion corporate, mais comme si ce n'est pas intégré dans la créativité, je pense qu'il y a un peu un fond vide quand même. Alors, on va y revenir parce que vous avez d'autres projets aussi, Tuomo. Sébastien Kopp, cofondateur de Veja, vous êtes un peu plus ancien. Votre marque de basket éthique, elle a été créée en 2005. Il y a eu les boutiques Centre Commercial. Les boutiques, il y en a 2, désormais même 3, j'oublie. Vous dites, vous m'avez posé la question, mais finalement, pour répondre à Tuomo, est-ce qu'une marque est belle si elle est fabriquée dans des conditions environnementales et sociales exécrables? C'est ça la question, en fait. C'est plutôt au public d'y répondre et aux clients. Nous, c'est ce sur quoi on a basé notre projet dès le départ. C'est-à-dire qu'on pense que le back-office est aussi important que le front-office. On pense que ce qu'on voit, c'est le produit. Ce que le client voit, ce que nous, on voit, sont les produits. Mais on pense que ce qu'on ne voit pas est aussi important, c'est-à-dire la façon dont sont fabriqués les produits, la façon dont sont sourcées les matières premières. Cette vague de transparence, elle arrive partout, elle arrive dans tous les domaines, dans la politique, dans les médias, dans le bâtiment dans lequel on se trouve en ce moment même, avec l'affaire des Paradise Papers et des paradis fiscaux.
les arcanes cachés de l'ancien monde sont en train de tomber et je pense que ça peut être bien que de montrer comment on fabrique les produits. Youssouf a une super marque, il le fait aussi et je crois qu'il y a de plus en plus de marques qui ont pris conscience de ça, aussi bien individuellement, c'est-à-dire que quand on produit des biens de consommation, que ce soit des téléphones, que ce soit des vêtements ou encore des baskets, dans des conditions sociales très difficiles et dans des conditions environnementales abominables, est-ce qu'à la fin de la journée, on peut être fier de soi ? Moi, j'y arriverai pas. Je ne saurais pas être comme ça. Rappelez-nous le modèle justement de Veja. Un petit peu de transparence sur la fabrication des baskets. Non, le modèle de Veja il est très simple, c'est de déconstruire complètement la chaîne de fabrication, remonter jusqu'aux matières premières et reconstruire une basket en intégrant des matériaux écologiques, que ce soit le coton bio, que ce soit un nouveau plastique 100% recyclé à partir de bouteilles plastiques, que ce soit du cuir tannage végétal. C'est-à-dire c'est connaître aussi, porter une attention particulière à cette chaîne de fabrication et à chaque étape de cette chaîne, essayer de changer ce qu'on peut changer. C'est par exemple, on travaille depuis 13 ans, ce qui ne nous rajeunit pas maintenant, avec une association de réinsertion qui s'occupe de notre stockage et du dispatch des baskets partout dans le monde, de la logistique. Ça pourrait être UPS, ça pourrait être un logisticien. Là, c'est une association qui s'appelle ASF. Et on a commencé tout petit là-bas. On a commencé sur une mezzanine de 25 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est 2500 mètres carrés de stockage à Bonneuil-sur-Marne, à côté de Paris. Et c'est 80 personnes en réinsertion, dont 30 qui travaillent sur le projet Veja toute la journée. Et donc des gens avec des vies brisées, des gens avec des vies compliquées, qui retrouvent un travail, qui retrouvent un logement, qui retrouvent un emploi et une vie sociale, et qui, pendant 2 ans, se remettent dans la vie. Nous, c'est ça qui nous fait vibrer. C'est aussi bien de créer des produits esthétiques et des produits jolis que le fait de créer des produits qui soient jolis aussi dans la façon de les fabriquer. L'aspect social, on va y revenir aussi dans un instant. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, messieurs, on peut dire quand même encore de jeunes marques, même si ça fait déjà 13 ans, que ce soit Veja, que ce soit Alto, que ce soit d'autres. Donc vous êtes nés avec ça, avec cette idée-là, c'est ce qu'on disait à l'instant. Mais pour les marques plus établies, c'est peut-être un peu plus compliqué justement de faire entrer ces valeurs-là. Non. Non. C'est plus facile. Ouais, mais elles mettent du temps à s'en persuader. C'est plus ça. C'est ça que je veux dire. C'est dans la mentalité. C'est dans la mentalité. Et l'envie aussi. C'est compliqué. Et l'envie. C'est pour ça que j'allais venir. Le changement est toujours difficile pour qui que ce soit, mais je crois que c'est beaucoup. Nous, on a commencé notre projet avec 7500 €. On a bâti tout de rien, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas aujourd'hui d'investisseurs. On a commencé avec rien. Aujourd'hui, c'est une équipe incroyable de 70 personnes. Je pense que pour des grosses marques qui ont beaucoup d'argent, c'est encore plus facile si on a vraiment il faut faire envie. Le chemin. Mais en fait, le problème, c'est que quand on a un business qui marche, quand on a une marque qui fonctionne avec l'ancien modèle de fabrication et de production, c'est difficile de le changer. C'est parce ce que je dis. Les actionnaires vont dire, mais attendez, ça coûte plus cher, on va perdre de la marge, etc. Mais je pense que c'est un choix futur et on voit bien que tout s'accélère aujourd'hui. On voit bien que tout est beaucoup plus rapide, dans le bon sens comme dans le mauvais. Et du coup, je pense qu'il y a eu une prise de conscience depuis 3-4 ans et que les grandes marques s'y mettent vraiment. Mais s'y mettre vraiment, c'est pas faire 1% de la production. C'est pas faire 2% de la production. En finir justement c'est avec au moins 30% de la production. Avec Oriane Chenin, qui est directrice de la stratégie du Fashion Tech Lab, qui est présent dans une dizaine de pays. Il a été créé, c'est tout jeune, c'est créé en mars 2017 grâce à Miroslava Touma, qui est russe, donc, et qui s'est fait connaître dans le milieu de la mode et sur le web. Et exactement, là, on vient d'en discuter avec Sébastien. C'est bien ça l'idée. On peut faire des choses finalement quand on est une grande marque de luxe. On peut aller plus loin. C'est ce dont vous vous êtes rendu compte. Il faut juste qu'il se passe quelque chose. Il faut peut-être mettre en relation des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler.
Il y a différents éléments. Le problème des grands groupes, c'est que ce sont des paquebots. Aujourd'hui, en tant que start-up, Veja ou d'autres ou nous, c'est qu'on est des speedboats en fait. On a cette capacité à bouger extrêmement vite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est intéressant. On avait fait un événement début octobre chez Google en partenariat avec Stella McCartney parce que ces grands groupes n'ont pas forcément la capacité en interne d'aller trouver les nouvelles technologies à même de disrupter leur modèle. Donc je pense qu'il y a une envie. Peut-être que cette envie au début était liée à un besoin de communication. C'est vrai que ce matin, je trouve que c'était passionnant. Il y a un mot qui manquait effectivement, c'était respect du développement durable. C'était une mode respectueuse. On sait qu'aujourd'hui, on produit comme si on avait une planète, 6. Or, on n'a qu'une seule planète. Paris, capitale de la mode, mais Paris aussi, capitale des accords de Paris. Et je pense que c'est effectivement, et je suis contente que vous nous ayez invités, qu'on ait cette table ronde aujourd'hui. Je pense que c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, les grands groupes font beaucoup de choses. On ne va pas les citer, mais il y a quand même des initiatives très importantes. Mais ce qui est fantastique dans cette nouvelle économie, c'est qu'elle est ouverte, justement, comme on le disait ce matin, et c'est que les grands groupes sont ouverts aux initiatives, aux innovations que des petits comme nous peuvent apporter. Et d'ailleurs, nous, ils nous ont reçus tous. On leur a dit, on est en partenariat avec personne. On veut travailler avec tous parce que nous, ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, c'est de créer ce mouvement que beaucoup aujourd'hui ont créé. Mais pour l'instant, ce mouvement n'a rien bougé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que 20% des eaux dans le monde sont polluées à cause de la teinture de l'industrie de l'habillement et des textiles. Et malheureusement, c'est un état de fait, mais rien ne bouge. Et si on veut que ça bouge, effectivement, il faut plein d'initiatives et il faut à un moment donné une volonté. Miroslava Douma, qui est derrière cette société, est un peu l'Elon Musk de la mode. Elle a cette volonté, elle a cette capacité à bouger les montagnes. Il faut des initiatives comme nous, comme d'autres, et c'est comme ça qu'à la fin, les choses vont bouger, d'autant plus que les millennials dont on parlait ont cette envie d'une planète respectueuse et responsable. On n'a pas de mot en français qui dit sustainable development, mais je pense que cette notion de respect, au-delà du développement durable, c'est une notion de respect, de responsabilité qui est clé. Et la mode n'a pas encore complètement pris cet axe. Et quand on voit qu'H&M continue à brûler des vêtements alors qu'ils ont une opération de recyclage, ça peut paraître choquant, et c'est ça effectivement qui peut détruire toutes les autres initiatives qui existent. Quand vous dites nous, on rappelle, ce Fashion Tech Lab, donc il est tout nouveau, c'est plusieurs choses. Ce Fashion Tech Lab, c'est un fonds d'investissement, une agence de conseil, un accélérateur d'idées, on peut dire, et un labo expérimental. C'est tout ça à la fois. Effectivement, on est vraiment une combinaison de 3 piliers. On a levé des fonds. Et ce qui est intéressant dans notre univers, c'est que les investissements sont de longue durée. Donc les fonds qu'on investit, c'est pas un fonds classique. Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit beaucoup ce matin, mais l'avenir de la mode, c'est peut-être la chimie. Beaucoup de choses en matière de chimie vont intervenir. En matière de biotechnologie, c'est au minimum 10 ans. Et nous, aujourd'hui, on investit dans des sociétés qui n'ont pas de revenus et qui ne seront pas rentables avant 5 à 10 ans. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Deuxièmement, effectivement, pour pousser l'industrie du luxe, on a ouvert une agence de communication et on commence à faire des opérations pour les inciter à comprendre comment ils peuvent trouver des points de connexion entre leurs clients et ces nouvelles technologies. Et comme ça bougeait pas assez vite et que Miroslava Douma est une personne pressée, on a décidé de monter notre propre laboratoire expérimental. Donc on va commencer à lancer des vêtements à partir de mars prochain, un peu comme le fait Apple, des vêtements clés qu'on a tous dans nos placards, mais dans une logique de problem solving. Ces vêtements doivent être complètement respectueux du développement durable, mais doivent apporter des solutions. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour les diabétiques, il y a des chaussettes qui peuvent, simplement avec leur application, leur donner leur taux de sucre dans le sang. Et par ce biais-là, effectivement, savoir s'il faut qu'ils se fassent une injection. Donc, il y a des tonnes de choses grâce à cette nouvelle économie qui va à la fois rendre la mode plus responsable, mais qui va également apporter des solutions très simples à notre quotidien. Et le vêtement aura à la fois un objet comme une parure, comme ce matin certains chercheurs le disaient, mais également une logique de fonctionnalité et d'utilité. Et c'est cet objectif-là qu'on poursuit. Et alors, en attendant, on pourrait parler, vous en avez peut-être tous entendu parler de Orange Fiber, vous savez qu'on fait de la fibre à partir, du textile à partir de la fibre d'orange, en fait, à partir des pelures d'orange, plus exactement. Il y a même eu un défilé en Italie, Salvatore Ferragamo. C'est l'une des techniques dans lesquelles vous investissez. Et c'est vrai que la question du recyclage, on en parlait à l'instant, on en parlait que ce soit avec les doudounes, ou avec d'autres produits. Chez Éric Boel, PDG des tissages de Charlieu, depuis 1997, un quart des achats sont en matière bio ou recyclée. Mais j'allais dire, c'est un des pans de votre entreprise, puisque vous, on sent que à tous les niveaux, un petit peu comme Veja, comme Sébastien nous le racontait tout à l'heure, vous avez instillé comme ça des valeurs de responsabilité, et notamment des valeurs de responsabilité sociale. Alors, les valeurs de l'entreprise, il y en a une qui prévaut sur toutes les autres, c'est que notre recherche
notre but, c'est que chaque personne de notre entreprise puisse s'épanouir dans sa dignité d'être humain, découvrir, détecter et mettre en œuvre ses talents au service du bien commun que constitue cette entreprise, au service des clients. Ça paraît peut-être un peu étrange de dire que c'est le but de l'entreprise, mais évidemment, l'entreprise ne peut grandir que si les hommes qui sont à l'intérieur grandissent et qu'on trouve des solutions pour que chacun puisse trouver sa respiration créative, commerciale, etc. dans l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est bien celui-là. Alors, avant de parler de ma boîte, je voulais juste peut-être faire un petit focus sur l'industrie textile, puisque donc, je suis président de l'Union des industries textiles d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'industrie textile française, juste en une phrase, c'est 60 000 emplois, c'est à peu près 300 millions de mètres de tissu par an, dont la moitié dans l'habillement, ce qui fait, grosso modo, on habille 150 000 femmes dans le monde. C'est significatif. On ne le sait pas particulièrement parce que c'est une industrie qui est en amont, donc elle est pas visible. Donc ça, c'est un point important. Il y a d'ailleurs un label qui s'appelle France Terre Textile qui est né il y a 1 an, dont l'objectif est de valoriser justement les vêtements qui sont faits avec des textiles français, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Juste un petit focus également sur ce que sera le textile du futur et qui revient un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure et ça fait des liens. Le textile du futur, il sera technologique, créatif. Évidemment, on imagine que, comme les chaussettes dont vous parliez tout à l'heure, que dans 10 ans ou dans 20 ans, là, beaucoup de vêtements seront connectés. S'ils ne sont pas connectés, ils ne se vendront pas, mais s'ils sont moches, ils ne se vendront pas non plus. Il faut bien qu'on ait les deux. Qu'ils soient respectueux de l'être humain et de l'environnement et qu'ils soient personnalisés. Tout à l'heure, on parlait de la mondialisation, etc. Et que ces grandes marques qui sont mondialisées, évidemment, on a besoin des deux. C'est-à-dire, il y a un siècle, il fallait 1 mois de salaire pour acheter un vêtement. Aujourd'hui, il faut 1 heure de salaire. Donc c'est bien. Cette économie globalisée et mondialisée, elle est intéressante, mais elle a de l'autre côté un effet pervers, c'est qu'elle uniformise. Et finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, peut-être dans le sens de la mode et autres, c'est de se dire la consommatrice a un besoin, l'identité, finalement, la variété culturelle des peuples est essentielle à l'humanité. On parle de biodiversité, mais la diversité culturelle des peuples est quelque chose d'essentiel également. Donc ça, c'est l'autre pendant. Il faut trouver des solutions à ça. On a parlé beaucoup de développement durable dans son acception environnementale, mais son acception sociale est essentielle également, et ça fait partie du développement durable, comme l'économie d'ailleurs. Et je voulais juste faire un petit point là-dessus, parce que les valeurs de la mode, le sens de la mode, on doit prendre en compte ces éléments-là. Donc au tissage de Charlieu, pardon d'avoir fait cette digression. Ça me permet de rappeler quand même les tissages de Charlieu, c'est quand même 70 salariés. Oui, donc 70 salariés. La partie émergée de l'iceberg, c'est qu'on voit, mais qui sous-tend plein de choses. C'est plutôt 30% d'achats en bio et recyclé sur 3 millions de mètres de tissu par an. C'est 25% du résultat qui est distribué aux salariés. C'est l'électricité verte. C'est 12% de travailleurs handicapés. Et surtout, cette volonté claire et nette de se dire que pour que quelqu'un s'épanouisse dans son job et pour qu'on puisse bien servir le client, il faut qu'il soit autonome et responsable. On parle de responsabilité depuis tout à l'heure. Il faut qu'il se sente utile. Il faut qu'il se sente reconnu, qu'il ait un sens à son travail, qu'il ait envie de se lever le matin en se disant ça vaut la peine ce que je fais, et qu'il ait du plaisir à co-construire avec les gens avec lesquels il bosse. Si on a tout ça, on a des gens qui ont une patate et qui vont se lever le matin avec la banane. Et c'est d'autant plus important chez vous sur la créativité, puisque une des valeurs de la mode, c'est la créativité. Bien sûr. Et donc, ceux qui s'occupent de la création sont particulièrement chouchoutés. C'est pas sympa pour les autres, mais en tout cas, ont une possibilité d'avoir le temps de la création. En fait, ça fait 15 ans que le 80% de l'équipe de création est en télétravail. Aucun objectif, aucun contrôle.
en direct avec les clients. Et honnêtement, je pense que notre entreprise existe et se développe. On a doublé le nombre de salariés en 20 ans, parce qu'on a une équipe de créativité qui est autonome, qui est libre, et qui casse la baraque, parce que justement, chacun peut donner le meilleur de soi-même, c'est clair. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, ils vont même à créer des entreprises où vous avez des intra-entreprises. On est la 3e intra-entreprise. Les intra-entreprises, c'est 15% des salariés de l'entreprise, et c'est 12% du chiffre d'affaires en 2017. Donc ce sont des étoiles que je porte autour du cou, des ceintures et les sacs qui ont été les sacs de la COP 21. Juste pour faire un petit focus là-dessus, sur ces sacs, non pas que je suis là pour faire la pub de ma boîte, mais pour illustrer ça. Vous connaissez tous le schéma du développement durable, environnement, social et économie. Au niveau environnemental, ce sac, c'est 9 fois moins d'impact environnemental que le même sac qui serait fabriqué en Inde ou en Asie. On divise par 9. Merci. C'est fait en fibres recyclées, post-consumer, mais aussi recyclage industriel. C'est confectionné dans des ateliers protégés, donc par des personnes handicapées. 20 000 sacs, c'est un équivalent temps plein. Au niveau économique, de l'autre côté, comme on a un équivalent temps plein, on peut défiscaliser au type des AGFIP pour les grands groupes 30% du coût de confection. Et puis, effectivement, ça donne du travail. Et on se pose tous la question, nous, Européens et Français, le chômage, etc., comment on peut faire, etc. Le développement durable, c'est évidemment l'environnement, mais c'est le social. Le premier rôle social d'une entreprise, c'est de créer des emplois. La première responsabilité sociale de notre civilisation et de notre société, c'est de donner du travail qui constitue un élément essentiel de la dignité de l'être humain. Et ça, c'est un élément fort. Et alors que c'est valable en France et évidemment dans tous les pays. Mais je ne sais pas si vous faites le lien entre ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à finalement ces deux grands pans de notre économie, qui est l'économie globalisée, qui a tendance à uniformiser un peu, et l'autre côté, cette recherche d'identité, de mise en œuvre et de respect des savoir-faire, des métiers, du développement durable, du point de vue environnemental et social, de la personnalisation. En fait, l'économie, elle est multiforme, et chacun peut y trouver sa place, mais peut-être qu'il faut se dire que les consommatrices ont vraiment cette recherche de sens. On parlait tout à l'heure le thème de ce forum, c'est le sens de la mode. Nos 70 salariés ont écrit la vision de notre entreprise. Ils se sont tous mis d'accord là-dessus. La vision de notre entreprise, c'est tissons ensemble de jolis liens. Évidemment, les tisseurs, évidemment, on tisse du fil, mais les plus beaux liens qu'on peut tisser, c'est des liens humains. Et je l'ai juste terminé, pardon, je termine. Je suis long, mais c'est pas grave, on pardonnez-moi. n'aura plus la parole après. Hein, c'est pas Bon, grave. pardonnez-moi, juste par ça, parce qu'après je vais oublier. Le sens de la mode, j'allais dire que les gens qui bossent dans notre entreprise, on parle du sens de la mode, mais la mode a donné un sens à leur vie. Et c'est ça qui est important, je crois. Merci beaucoup. Parce qu'en même temps, cette histoire des tissages de Charlieu, je trouvais que je voulais la rapprocher de celle de Youssouf, parce qu'il y a plein de choses que vous avez dites, il y a plein de moments où je pouvais raccrocher et donner la parole. Vous allez voir pourquoi. Parce que créer des emplois, par exemple, et vous êtes allé carrément dans l'autre sens. C'est quand même une histoire incroyable, cette histoire de Maison Château Rouge, donc vous êtes le cofondateur. Vous êtes lancé en mai 2015, vous lancez une marque de mode pour financer un projet social. Alors racontez-nous. Alors au départ, en fait, c'était avec mon frère, on avait l'idée de réaliser une association qui s'appelle les Oiseaux Migrateurs et qui avait pour vocation de participer au développement de petites entreprises, donc très petites entreprises et PME africaines. Et parce qu'aujourd'hui, on a une effervescence autour du continent africain, mais on réalisait qu'il y avait de nombreux défis à relever, notamment au niveau de l'emploi, au niveau de l'infrastructure, mais aussi au niveau des transformations et d'exportation de produits transformés. Pour vous situer, en fait, mes parents ont immigré en France pour des raisons économiques. Et en fait, très tôt, lorsqu'on a été en capacité d'avoir un premier salaire,
on a souvent été sollicité pour participer à des cotisations, pour financer des projets de développement au village, etc. Et aujourd'hui, nous, en étant nés en France, en ayant réalisé des études, on a trouvé ça intéressant de trouver des solutions différentes pour pouvoir participer au développement de notre pays d'origine, mais différemment parce qu'actuellement, en fait, en réalisant ces cotisations, on crée une dépendance des populations locales qui n'était pas forcément bonne pour elles, étant donné qu'ils étaient très dépendants des envois d'argent réalisés par la diaspora africaine. Et pour qu'il y ait un développement économique et social durable, il fallait réinventer ce modèle. Et c'est de là où on a pensé à réaliser l'association Les Oiseaux Migrateurs, en se disant que pour qu'il y ait un développement économique et social durable, il faut créer de l'emploi, il faut transformer les matières premières également, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on exporte énormément de matières. Il faut transformer les matières premières parce qu'on exporte beaucoup de matières premières et on ne transforme pas assez de produits, de matières premières localement, et du coup, forcément, on exporte nos richesses et nos emplois. Et c'était sur ça qu'on voulait vraiment travailler. Et pour pouvoir financer ce projet, donc, j'ai eu l'idée de faire la marque Maison Château Rouge, qui devait être au départ une collection de 100 pièces qui allait être commercialisée sur le site internet. Et une fois que les 100 pièces allaient être vendues, on allait donc avec les bénéfices financer un premier projet qu'on développait au Sénégal qui était un jus de bissap. Sauf que ça a tellement bien marché. Et en fait, ça a pris assez rapidement et on a été contacté très vite, en fait, avant même que le site soit mis en ligne, parce qu'on commençait sur le compte Instagram où on mettait quelques photos, etc. Et là, c'est là où on voit qu'Instagram est quand même un outil qui est assez génial pour des jeunes marques, parce que ça permet de redistribuer les cartes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on connaissait personne dans le milieu de la mode, mais ça nous a permis de nous faire connaître assez rapidement. Et ensuite, on a eu un article. Le premier article, c'était chez Nelly Rodi, où on a eu un premier article. Nelly Rodi. Ensuite. Et ensuite, on a été invité sur le salon Who's Next on a été invité sur le salon Who's Next. On a été repéré par la directrice mode de chez Merci. Ensuite, on est passé au Bon Marché, aux Galeries Lafayette. Donc ça s'enchaîne. Et tout ça pour dire qu'il y a la créativité, bien sûr. On n'oublie jamais ça. Et derrière, il y a une histoire, parce que vous n'avez pas oublié votre histoire du départ, de développement durable, de social, d'intégrer et donner de la visibilité à la culture africaine. C'était ça aussi le départ. Donc vous allez chercher Maison Château Rouge, c'est parce que vous allez chercher autour des quartiers africains de Paris, autour de la Goutte d'Or, ce qui fait l'essence même de cette culture. De la culture, c'est ça. C'est qu'on s'est dit, on est à la fois français, on a notre culture africaine, et c'était important de réinventer le lien entre la France et l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle on s'est concentré sur le quartier de Château Rouge, qui est le quartier africain de Paris, et où on voit énormément de commerçants qui commercialisent le wax. Donc il y a toute cette identité de quartier qui était importante pour nous et qu'on souhaitait mettre en avant justement pour avoir un impact à la fois à Paris, en France, et avoir un impact en Afrique. Donc on achète tous nos tissus chez les commerçants du quartier à Château Rouge. La production est réalisée à Paris, et ensuite, avec les bénéfices qu'on obtient grâce à la vente de ces vêtements, ça nous permet de financer d'autres projets en Afrique. Voilà, et après, on peut ainsi passer à un message. Puisqu'on a à Paris Kim Henry, donc créatrice australienne, vous êtes diplômée de la Central St. Martin School. Oui. Juste un peu. Juste un petit peu, vous y êtes passé. Oui, ouais. oui. En tout cas, vous racontez que vous venez d'une contrée très, 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 très éloignée, complètement isolée, en Australie. Oui, mais si c'est vrai. C'est proche à Asie, mais pas proche à Sydney, en fait. Et si vous êtes venu à Paris, c'est parce que Paris, pour vous, bien que vous veniez de si loin, porte les valeurs de la mode. Pardon, on lui traduit, elle va faire un... Oui, je suis ici parce que Paris est la meilleure ville dans tout le monde pour la mode. C'est vrai, j'ai choisi France parce que c'est très important pour moi to help and work towards continuing having that as what it is. Désolée, je ne parle pas trop bien en français, mais j'ai essayé. Je vais essayer. Est-ce que vous trouvez que les Français sont assez sensibles, s'intéressent assez aux questions de sustainability? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui, c'est vrai. En Australie, en fait,
nous sommes très guilty for not having la mentalité pour le développement durable, mais c'est très important pour moi que nous educate tous les gens que c'est très important maintenant. Et pour nous, je fais le slow fashion. Il y a 7 types de développement durable. Et pour nous, c'est slow fashion, creating quelque chose très timeless and pieces that women can wear and keep in their wardrobe for their lifetime. It's not about throwing things out and consuming unnecessarily. Sorry, do you want to translate that? Non, c'est bon, tout le monde a compris. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Kim. Thomas, je reviens à vous pour Alto. Est-ce que vous êtes venu en France aussi parce que c'est Paris, capitale de la mode? Est-ce que pour vous, vous qui êtes finlandais, est-ce que pour vous, ça vous paraissait important ou finalement ce sont les hasards de la vie? Oui, c'est la raison. Je suis venu ici pour étudier de la mode. Et j'ai pas pris le chemin le plus facile, je pense, parce que au nord, en tout cas, les échanges Erasmus sont beaucoup plus faciles par exemple, avec Angleterre. Mais j'ai voulu venir ici et j'étais le premier de mon école qui venait en France. Donc j'ai passé par Duperré, après IFM. Donc oui, pour moi, en tout cas, c'était logique que c'est la capitale. Enfin, Londres, c'est très créatif, mais c'est pas, en tout cas, la capitale. Et voilà, je trouvais ça plus challengeant, faire un vrai challenge, venir en France qu'aller en Angleterre, qui est culture anglo-saxonne, qui est plus proche peut-être de celle de mien, en Finlande. Donc voilà, j'étais un peu plus curieux et c'est pour ça que je suis venu ici. Vous aimez les challenges. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, je parlais des doudounes, des produits recyclés. Vous dites, effectivement, moi j'ai d'abord une marque créative, donc je fais petit à petit. Donc vous faites d'autres petites choses. Et par exemple, sur votre site interne, pour le site e-commerce, vous travaillez sur le packaging. Parce que c'est vrai qu'avec le développement du e-commerce, il y a tout ce côté packaging. Alors là, on n'est pas forcément toujours écolo. Oui, c'est drôle à acheter un savon d'Afrique du Sud, bio, mais après ça vient avec 3 packaging dessus, et DHL, avion, tout ça. Donc bon, on est un peu faux cul quand même, il faut dire. Bon, en même temps, je pense que je suis un peu comme toutes les startups, c'est-à-dire qu'il faut faire étape par étape, petites choses devient de plus grandes choses. Donc, avoir ce cycle de 360, avoir tout parfait, je pense que je n'aurais jamais lancé le projet si j'aurais dû finir tout ce cycle. Donc, je fais étape par étape. Et comme j'ai dit avant, moi, je trouve en tout cas l'essentiel dans la mode, c'est la créativité, la côté transmission de ce que nous tous vit, toutes les industries, etc. Donc, on a une sorte d'éponge pour ça. Et moi, je souhaite être direct et très pragmatique. Donc, je fais ce que je peux. Et pour moi, en tout cas, être sustainable ou regarder vers le futur, c'est que ça soit imprégné dans la créativité aussi. Enfin, je travaille aussi avec Vuitton, donc je peux dire que avec toutes les bonnes causes qu'ils essaient de faire, c'est hyper dur à changer la donnée. Mais je pense que ça sera beaucoup plus vite si la création le fait. En tout cas, les grandes boîtes peuvent changer de l'endemain de designer, de stratégie image, de produits, de shop concept, mais pourquoi pas donc quelque autre chose aussi derrière. Quand vous entendiez tout à l'heure Rick Boel des tissages de Charlieu parler justement de comment il faisait pour que les gens qui viennent travailler trouvent un sens et se sentent bien, je crois que vous êtes en train de travailler vous aussi sur votre vie de bureau. Oui, oui. On a déménagé, donc on a besoin de plus de place. Donc un peu de dignité dans le quotidien. Je sais pas, c'est quand même après c'est un sujet tellement grand que je pense que c'est pas limité à la mode, c'est pas limité à notre industrie, donc je pense que c'est exactement vrai, c'est ce qu'il dit.
on doit y penser, mais bon, après, je pense que c'est pareil pour tout le monde, pas essentiellement juste pour la mode. Mais en effet, j'aimerais en tout cas voir qu'en France, avec toutes les grandes sociétés, petites sociétés, maintenant il y a beaucoup plus de start-up, donc c'est très cool, qu'il y a cette côté réflexion aussi, comment on travaille et comment on le fait, que ce soit un peu plus gai, parce que j'en ai vécu des moments qui sont durs et j'en ai beaucoup bossé dans les boîtes, dans la maison, et faire ça avec du bon esprit, c'est 100 fois plus facile que faire autrement. Comment Sébastien Coop, vous avez abordé un petit peu ce thème tout à l'heure. Quand on est quand on a fait tout ce que vous nous avez raconté sur les produits recyclés, sur l'écologique, sur les travailleurs handicapés, sur le développement durable aussi pour les travailleurs au Brésil, quelle est votre prochaine étape? Comment vous pouvez encore améliorer les choses? Sur quoi vous réfléchissez aujourd'hui? Non, mais on n'est qu'au début du chemin. Ce que je vous disais, c'est qu'on a commencé avec très peu de moyens. Aujourd'hui, déjà, une marque qui fonctionne bien et qui se développe bien, avec une équipe très forte. Et en fait, on sent avec Guylain, mon associé, qui est mon meilleur pote, que on a enfin la possibilité de créer des choses vraiment... Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié des projets extraordinaires les uns aux autres. C'est-à-dire des seringueiros qui travaillent dans la forêt amazonienne. Au début, on a commencé de bosser avec des petites communautés de 30 personnes. Aujourd'hui, ils sont 200. Les producteurs de coton, on a commencé avec, pareil, 20 personnes. Et aujourd'hui, ils sont 800. Mais c'est pas à pas, petit à petit, qu'on grandit avec sérénité. Et là, on commence à avoir les moyens de développer nos propres matières, nos propres projets, de mixer des choses. Donc il y a plein de choses qui arrivent pour 2018-2019 et je déteste parler de choses qui ne sont pas sorties. Donc je n'en parlerai pas. Pas de souci. On a aussi monté un lieu qui s'appelle Centre Commercial qui essaie de rassembler toutes les initiatives qui nous semblent incroyables, plutôt de notre génération, et avec des marques de mode qui travaillent différemment. Et avec Veja, on était un peu ayatollah, on l'est toujours un peu. On était un peu fermé, un peu dogmatique. Et en fait, Centre Commercial, ça nous a permis de nous ouvrir et de travailler avec, de lier le Made in France avec le Made in UK, enfin Made in Angleterre, avec le Made in US, avec le bio, avec le recyclage, et que chaque projet avec chacune sa valeur en fait. Avec la marque de Youssouf aussi qui est chez vous. Non, qui va rentrer bientôt. Ah, ça y est. Voilà. On se sert du succès de Veja aussi pour créer un tremplin pour les marques qui nous semblent, les initiatives qui nous semblent incroyables pour le futur. Et voilà, on a monté Centre Commercial il y a 7 ans. Au début, tout le monde rigolait et aujourd'hui, ça marche vraiment bien. Et on en ouvre un suivant, le deuxième centre commercial, on l'ouvre rue Madame dans un mois. Donc vous êtes tous invités à l'inauguration. Il va y avoir du monde. Et je repère des gens dans la salle d'ailleurs avec qui on travaille. Et ça, c'est pour nous aussi important que Veja, parce que ça permet de pas créer une famille. Une famille, ça serait beaucoup trop fort, mais c'est un réseau de relations, des gens qui se soutiennent les uns les autres, qui collaborent ensemble, qui font des choses ensemble. Et c'est vraiment le monde de la mode qu'on veut voir advenir, c'est-à-dire relier les projets, les super projets les uns aux autres et aller de l'avant comme ça, sereinement, sans folie de la croissance ou folie des levées de fonds, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, ça ne nous intéresse pas. On veut justement grandir sereinement et à notre échelle, et c'est pas grave si Veja n'est pas Nike demain, c'était pas du tout destiné. Moi, je préfère un monde avec 1000 projets type Veja plutôt que des gros mastodontes qui finalement, comme vous le disiez, sont des paquebots ingouvernables. Et je crois que le futur justement est aux petits projets, aux projets très flexibles, mobiles,
et qui se multiplient les uns les autres et qui Alors, collaborent entre eux. Vous parliez justement même si vous voulez rien nous dire, mais de nouveaux matériaux sur lesquels vous réfléchissez. C'est ça aussi l'enjeu, Oriane Chenin, c'est qu'il se passe des choses justement du côté des startups, du côté des petites structures, du développement de nouveaux matériaux, nouveaux produits, nouvelles technologies. Pardon, juste ce fait, le truc de pas dire, c'est aussi un vrai truc de grande marque qui, à chaque fois qu'ils ont une innovation qui n'est pas encore sortie, communiquent énormément dessus comme si c'était fait. Et je me rappelle d'une grande marque de basket en 2002 qui disait que en 2012, donc dans 10 ans, 90% de leur coton serait bio. Et je me suis rappelé. Et en 2012, il y avait 0,8% de leur coton acheté qui était bio. Et ça, c'est aussi, ça, quand vous parlez de valeur raconter, hein. et de développement durable et d'intégrité, je pense que communiquer avant d'avoir fait, c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est sûr. Et donc, pour revenir à ma question, Oriane Chenin, c'était sur le développement en labo, sur ce qui se passe en labo. Tout à l'heure, Tuoma nous parlait de ces doudounes. Pour l'instant, il fait les doudounes parce que, à son échelle, c'est ce qu'il peut faire. Parce que pour les t-shirts, par exemple, c'est encore trop compliqué aujourd'hui. Comment on arrive aujourd'hui à faire travailler ensemble, justement, ces initiatives qui viennent des petites entités, ce que disait Sébastien, pour les faire rentrer justement dans les grands groupes et leur dire « regardez ». Alors, nous, c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller sourcer des gens qui sont aujourd'hui dans l'ombre et les mettre sous la lumière. On parlait tout à l'heure de packaging. Il y a des sociétés aujourd'hui incroyables. Une en Inde où le plastique se dissout dans de l'eau à 80 degrés, il n'y a plus qu'un liquide fait à base d'huile végétale, et un autre où c'est complètement compostable et au bout de 6 mois, il n'y a rien. Donc, il y a plein de choses. La difficulté, effectivement, c'est que ces gens-là ne parlent pas le langage de la mode et qu'aujourd'hui, s'ils vont voir une marque de mode et s'ils n'ont pas un joli website, un joli site web, la marque de mode va même pas les écouter. Donc nous, par exemple, on essaie de trouver des moyens pour pousser ces sociétés-là et on les aide à parler ce fashion language qui nous semble très important. Mais tout ce qu'on touche, et à mon avis, tout ce qu'a dit aussi tout le monde, c'est vraiment l'énorme différence de ce qu'on représente tous et ce que représente, c'est un peu le combat des anciens contre les modernes peut-être, mais de ce que représente l'ancienne mode. C'est que moi avant je vivais en Asie, à chaque fois je voulais faire des événements réunissant les gens de la mode, ils voulaient jamais se parler, tout était confidentiel, tout était dans le secret, c'était très difficile. Or la nouvelle économie, c'est une économie, comme l'a dit ce matin de la représentante de Google, c'est une open economy, où les valeurs derrière sont des valeurs de partage. C'est des valeurs qui sont très fortes et qui vont effectivement discuter certainement certaines des façons de travailler des grands groupes qui sont absolument incroyables en termes de créativité. L'idée est certainement en aucune façon de créer une culpabilité, mais en revanche, on pense que le monde de demain, ça va être un monde de partage, un monde d'ouverture, un monde d'open source. Grâce à Google, aujourd'hui, vous pouvez voir des tissus avec un niveau de détail incroyable. Allez visiter effectivement dans leur lab où le fils de Chagall a pu découvrir que son père l'avait peint au plafond de l'Opéra de Paris. Donc ces univers aujourd'hui sont disruptifs et décloisonnent. Et je pense que c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, nous, avec nos petits moyens, on va réussir à pousser. On l'a fait chez Google. On a réussi à réunir l'ensemble des représentants de l'univers de la mode, toutes les marques, tous les représentants, les designers, et de leur montrer cette technologie. Et depuis, tous les grands groupes ont chacun contacté. Il y a une femme incroyable dans l'Oregon qui recycle et qui recrée avec des nouveaux vêtements, avec des vieux vêtements, des nouveaux. Une marque de luxe française qui fait de la soie et des carrés en soie qu'on ne citera pas, les a déjà recontactés pour créer une deuxième vie aux déchets. Donc je pense qu'effectivement, cette économie et les valeurs de partage et d'ouverture sont extrêmement fortes. Et c'est certainement des valeurs qui, dans le futur, seront des valeurs fortes de la mode et qui étaient peut-être un peu moins dans les années précédentes. Maison Château Rouge, vous avez, quand on a préparé ensemble la table ronde, je vous ai dit, mais en fait, vous donnez du travail à combien de personnes? Vous avez regardé, Youssouf? Alors j'ai essayé. C'était alors c'est particulier. Alors avec sur la production des vêtements, par exemple, on travaille avec un atelier d'une douzaine de personnes. On a ensuite après on a le modéliste, on a qui d'autre encore? Ça c'est vraiment sur la partie mode. On est 4 à travailler aujourd'hui à plein temps sur le projet également. Ensuite, on a financé un projet de bissap qui est entièrement produit au Sénégal. Le bissap, c'est un jus réalisé à partir de fleurs d'hibiscus pour lequel on travaille avec 300 femmes, donc une coopérative de 300 femmes qui réalise la cueillette des fleurs d'hibiscus. Ensuite, c'est transformé en bouteillé par une PME de 12 employés. Ça, c'est sur la partie au Sénégal. Là, le mois dernier, j'étais en Inde pour un projet qu'on réalise
où on a travaillé avec Creative Handicraft. C'est une entreprise qui travaille avec 6 coopératives de 20 femmes dans des bidonvilles à Bombay. Et voilà, en fait, bon, pour l'instant, c'est pas des personnes qui sont employées chez nous, mais c'est intéressant de voir que la réalisation d'une marque comme Maison Château Rouge permet de travailler avec de nombreuses entreprises comme celle-ci et des coopératives. Et là, si on fait le calcul de tout, je l'ai pas fait, je l'avoue, mais vous pourrez faire le calcul. C'est ça, on est comme déjà, on fait un petit tour du monde ça, exactement. Avec vous en partant du cœur de Paris. Mais jusqu'à quand, vu votre succès, Youssouf, vous allez pouvoir tenir avec cet ancrage local, avec cette éthique? J'espère toujours. Mais voilà, après, ce qu'on essaie de faire, par exemple, c'est qu'on a une production qui est réalisée à Paris. On essaie de développer des projets différents qu'on réalise en Afrique. Par exemple, là, on est en train de développer un sac au Kenya avec une entreprise locale. Et on développe à chaque fois de nombreux projets comme ça avec d'autres entreprises. On le fait à la fois en Afrique et à Paris. Et pour l'instant, ça marche bien et on ne se pose pas de questions, on fonce comme ça, comme on a fait depuis le début. Éric Boel, je vous redonne un petit peu la parole quand même. Quand vous entendez tout ça, parce que c'est vrai que j'imagine que certains sont les tissages de Charlieu. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? Parce qu'ils ne vous connaissent pas, en fait. Donc ça veut dire que tout ce qui est raconté là, ça c'est des entreprises des années 2000, mais ça veut dire qu'on pouvait le faire aussi avant, et que même quand on est un petit peu plus gros, même quand on travaille avec les anciens, on peut faire avancer les choses. C'est ça que ça veut dire? Oui, on peut. Je ne sais pas si on peut, oui, opposer la nouvelle économie et l'ancienne économie. Je crois que c'est sans doute plus peut-être un état d'esprit. En tout cas, quelque chose où on peut se dire que si on travaille sans barrière, sans tabou, est-ce que cette nouvelle économie, effectivement, c'est l'économie de partage? Est-ce que c'est pas aussi une manière de partager le travail qui est dans le quotidien? Dans nos bureaux différentes. C'est-à-dire qu'on est plus hiérarchique. On est dans un système où chacun va pouvoir développer ses idées, et s'il est crédible et s'il est responsable dans sa manière de les faire, ça va se développer. C'est plus ça, avec les outils évidemment de la nouvelle économie, mais ce ne sont que des outils. Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition, au contraire. Et l'autre point qu'on disait, mais on le retrouve bien dans les discussions qui viennent d'avoir lieu, donc c'est le fait d'avoir ces savoir-faire, ce développement avec ces femmes qui vont cultiver des hibiscus, etc. Je crois que c'est important aussi qu'on puisse tenir compte de nos racines. On oppose l'économie traditionnelle comme si c'était un poids, mais je pense que... je pense, c'est pas moi qui dis ça, je ne sais plus qui disait ça, mais on ne porte pas nos racines, nous sommes portés par elles. Un arbre qui tient debout longtemps, c'est un arbre qui a des racines profondes. Donc tout ça, ça ne s'oppose pas du tout, à mon avis. Kim, alors, j'ai oublié de préciser quelque chose quand même à propos de Kim. Elle est invitée par la Fédération française de la couture pour faire partie du calendrier officiel des défilés parisiens. C'est important, on disait pour vous, pour les valeurs de Paris. Sur le futur de votre mode, de votre marque, Ellery, comment vous le voyez par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à vos valeurs, your values? You can speak in English. Yeah. Merci. Par rapport à la sustainability? In general. Well, like I said before, I believe that France is the best place to be. And that means for me that I'm here to contribute to making that remain the case. Talking about, do you want to translate that sentence? C'est bon en anglais, non? Yes. C'est bon? Traduire, mais... Vous comprenez? It's okay for Oui? you? Très bien. Alors, so, you know, for a foreign brand like me to choose to come here, you know, it's not easy. All of our production set up in Australia,
We, work very closely with local factories in Sydney. And that, was a very complex move for me to step away from that and come here to create a second team and office to help further grow the business and continue to elevate elevate my work and the clothes that we make so that they have international value, I suppose. I mean, at the end of the day, the whole world comes here to experience fashion. It's, ingrained in your heritage. It's deeply part of your culture, and you inherently respect and nurture that. And that is why your country and city is the best. But in the same token, it's really important that we're having these conversations, because if you're leading the world in fashion, then you're also leading the world in consumption. And that means that we all have a responsibility in France to make sure that we too are counterbalancing all of the hype and the glitz and the glamour of, la mode, la mode, la mode. It needs to be offset with this responsible conversation about what sustainability is. I mean, fashion as a sustainable entity in the status quo today is a complete oxymoron, but we do need to start talking about it, and we do start needing to make educations. We need to monitor ourselves. We need to plan ahead. We shouldn't just be designing, it's very inspiring to meet people here today who are actually doing that, but to actually monitor how you produce your garments or your product and ensure that it has the ability to biodegrade. And on top of that, education is really the most important thing. Without education, we're doomed. We need to educate our consumers so that they can demand product that is sustainable. And if we don't have that demand as businesses, the supply becomes, futile. What's the point if 1 in every 4 pieces is still going in the bin? If our consumers don't understand what is important and understand the footprint of walking into a fast chain and it's supporting those type of businesses that basically are producing every hour fashion that takes 13 years to dispose, or that they're basically not being ethical in many ways, not just socially but environmentally. I mean, the list goes on. So it's really important, I think, in a forum like today that we have these conversations and we question ourselves and we look inwardly at our business, but that France also supports that. As a young business owner, it's very difficult to prioritize funding a sustainability focus within your business when there's so many other competing priorities. I know, I've had my business for 10 years, and there's always a long list of things that need addressing. But to be able to say, I need support to understand and change how we work because we've just entered a machine that hasn't given us any support or education or governmental funding, that needs to change completely. Thank you very much. Sorry, I'm much more passionate in English. French hasn't caught up yet. Merci infiniment à tous les 6. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? On a encore quelques petites minutes. Ah, merci. Alors, vous pouvez appuyer, mademoiselle, au fond, c'est directement devant vous le micro. Oui, bonjour. En fait, j'aurais une question pour Sébastien. Tout à l'heure, vous parliez de transport par ASF. Je voulais voir un versus OPS en termes des coûts. Est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant? Je m'interrogeais là-dessus. Eh bien, en fait, pour vous dire toute la vérité, il y a Guillaume qui est dans la salle qui s'occupe de la communication de Veja. Et en fait, on s'était jamais posé la question avant qu'il arrive chez Veja. Et en fait, lui s'est posé la question. Et Guillaume, peut-être que tu peux répondre. Le prix d'ASF, c'était x3. Est-ce que ça coûtait 3 fois plus cher ou 2 fois plus cher? En fait, ASF, il ne s'occupe pas du transport, il s'occupe de la préparation des commandes, notamment, de la réception quand ça arrive au Brésil. Mais tous ces coûts, donc, on peut les calculer. Et comparé à un logisticien classique, ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Moi-même, ayant eu ma marque avant, j'ai visité pas mal de logisticiens.
ASF coûte plus cher, mais en même temps, c'est des partenaires qu'on a depuis 13 ans. On a construit une relation particulière qu'on n'aurait pas forcément avec un logisticien classique. Et nous, enfin, comme disait Sébastien, quand on se lève le matin, on se dit que c'est mieux de travailler avec eux que de travailler avec un logisticien avec qui on n'a pas de relation et avec qui on n'a pas réussi à avoir une telle histoire. Merci. Ça coûte plus cher, mais on se verrait pas changer. Parce qu'il y a une relation incroyable avec eux, il y a un plaisir. C'est un projet à part entière, si vous voulez. Comme toute la chaîne de Veja, et comme c'était à chaque fois le caoutchouc, c'est un projet. On adore aller en Amazonie, travailler, résoudre les problèmes, etc. C'est des problèmes de la forêt. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec la mode. On adore aller résoudre les problèmes du coton. Et à chaque fois, ça nous intéresse que d'affronter des problèmes très spécifiques. Et ce qui fait que Veja est une marque particulière. Sans ça, ça nous ferait moins marrer, je pense. Beaucoup moins. S'il y avait une autre question, j'avais vu par ici. Oui, allez-y. Je suis jeune designer et j'ai créé aussi ma propre marque. J'ai 23 ans, j'ai grandi avec toutes ces belles valeurs, avec le développement durable, avec l'innovation technologique, avec le produire localement. Mais derrière toutes ces valeurs, il y a des coûts. Et je voulais savoir, enfin, même les marques aujourd'hui qui ont fait leur trou, comme APC, Jean Twitou disait que le Made in France est inaccessible pour les jeunes designers. Et quand je vois des projets, des très beaux projets, comme ce qui nous a été présenté ce matin, comme EVK, le mannequin intelligent, qui a un coût de 93 000 € et qui va donc profiter aux grandes entreprises qui ont les moyens de s'offrir ces innovations technologiques, est-ce qu'en fait, toutes ces valeurs, ce ne sont pas des barrières supplémentaires à l'entrée des jeunes créateurs sur le marché de la mode? Alors là, moi, allez, je sens que tout le monde va vouloir répondre là. Oriane. Sur un plan technique, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir créer, par exemple, en réussissant à séparer le polyester du coton, on va créer un nouveau polyester. Cette technologie existe également au même prix qu'un polyester vierge. Donc, certes, il y a quelques années, les matières complètement éco-friendly étaient plus chères, mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Il va y avoir des solutions alternatives qui, de plus en plus, et plus on les utilisera, plus il y aura des économies d'échelle, et moins ça sera cher. Donc, oui, vous avez raison d'une certaine façon, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ces nouvelles technologies sont encore inabordables, mais nous, ce qu'on constate, autre exemple en matière de teinture, en fait, une start-up française qui va complètement révolutionner l'univers de la teinture en France, va proposer donc une teinture à base de micro-organismes qui sera exactement au même prix, voire un peu moins cher que la teinture faite à base de produits pétrochimiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas une réponse immédiate de vous dire que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, tout ce que nous, sur lequel on travaille et qui va être sur le marché dans les prochaines années, permettra de produire au même coût, à des coûts qui seront faiblement supérieurs. Thioma, vous vouliez répondre? Oui, je voulais rajouter parce que on peut pas. Enfin, moi, comme je dis, je suis un peu pragmatique. Donc, moi, par exemple, j'ai une collection qui est de toutes les catégories. Donc, je dis, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est impossible de faire tout 100% écologique ou tout autre. Mais bon, c'est pas la seule valeur non plus dans les choses. Donc, je pense qu'il faut commencer juste par tout petit et faire étape par étape. Donc, par exemple, moi, sur le repack, qui est le packaging réutilisable sur l'online, en effet, nous aussi, on paye, je pense, au moins 3 fois plus cher le packaging. Et on paye en plus le retour du sac. Mais il faut prendre des parties pris. On peut pas, peut-être tu n'as pas besoin d'un mannequin à 80 000 € pour faire ta collection. Donc voilà, il faut juste poser les question essentielle, ce que tu veux faire, et après établir un pilier, un Monopoly pour y arriver à la fin. Youssouf, vous vouliez répondre aussi là-dessus? Alors moi, par rapport à mon exemple, c'est que lorsqu'on utilise par exemple des tissus qui coûtent relativement cher ou autre chose, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut tout réinventer et vendre en direct. Et là, ça nous permet de pouvoir court-circuiter, ne pas avoir... lorsqu'on n'a pas de distributeur, on vend en direct et on a des marges qui sont plus intéressantes. Et là, je pense que ça peut être une des solutions avec Internet. Aujourd'hui, avec Internet, Instagram, de belles photos, on peut se faire connaître, vendre directement à nos clients finaux. Et là, je pense que c'est intéressant. Et on peut
créer une marque sans avoir énormément de moyens. Pour être honnête, moi j'ai commencé vraiment avec pas beaucoup. J'ai commencé avec 1 800 €. Donc voilà, c'est pas un gros investissement. Mais si on se sert bien des outils qu'on a à nos dispositions aujourd'hui, je pense qu'on peut faire de belles choses avec peu de moyens. Youssouf veut dire que, pour répondre à ta question, c'est plus facile aujourd'hui en fait. Je trouve que nous on a commencé, nous on est la génération d'avant, c'est-à-dire j'ai 39 ans et on a commencé en 2004-2005. Et à notre époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Facebook venait de commencer aux États-Unis, enfin ça devait être encore dans l'école dans laquelle ils l'ont inventé. Aujourd'hui, le monde est devant toi, enfin c'est carrément plus facile, l'accès à l'information est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas facile d'être un jeune créateur. C'est toujours difficile de percer. Il y a plein de plafonds de verre. Mais si tu as des idées novatrices, si tu as un design novateur, si tu as des envies et surtout si tu mets 100% de toi-même dans ton projet, tout est devant toi. Voilà, c'est optimiste. On va finir là-dessus, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'on n'a plus de temps. Merci infiniment à tous les 7. Allez, on enchaîne.